Bonsoir, c'est le placement préféré des Français, l'assurance vie, et certains y voient une bombe à retardement. Les députés ont commencé cette semaine à examiner la loi Sapin 2 qui prévoit de limiter les retraits en cas de crise et de restreindre aussi la rémunération des fonds en euros. Alors les épargnants ont-ils des raisons d'être inquiets? Y a-t-il péril sur l'assurance vie? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, évidemment, ça vous concerne. Ça concerne des dizaines de millions de Français. Ce placement roi, on verra pourquoi d'ailleurs. L'assurance vie, on en parle notamment avec Guillaume Leroy, actuaire associé chez Prime Act. Avec nous également Étienne Guérin, président de Practice SAS, société de conseil en gestion de patrimoine. On attend normalement d'un instant à l'autre le leader du secteur, l'affaire, Gérard Beckerman. Et puis tout à l'heure, restez avec nous deux acteurs de poids également, Stéphane Dedeilhan, qui est le patron de Generali en France, ainsi que Patrick Montagnier, qui est secrétaire général adjoint de l'organe régulateur attaché à la Banque de France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, parlons de ce projet de loi dit Sapin 2. Relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique. Il y a deux mesures qui inquiètent. On va voir ça tout de suite avec vous, Étienne Guérin. Cette loi Sapin 2, je le disais, elle pourrait permettre au Haut Conseil de stabilité financière et après avis du superviseur, donc la PCR, de suspendre, de retarder, de limiter temporairement toute opération de retrait d'un épargnant. Pour quelle raison? Expliquez-nous le processus. Alors pour quelle raison, Fabrice? L'idée est de manière très simple et de se dire que si demain j'ai une majorité d'épargnants qui souhaitent retirer, je peux avoir un problème de solvabilité de la compagnie d'assurance et donc ça peut provoquer une faillite et éventuellement mettre à mal tout un pan d'un secteur financier de l'économie française. Donc la volonté marquée tout de même, puisque les assureurs sont obligés de garantir les sommes gérées pour justement cette sécurité de l'épargne financière des épargnants, l'idée tout de même est de dire ici, il faut pouvoir stopper à tout moment un éventuel mouvement de panique qui pourrait être lié, pourquoi pas, à un fort crack sur les marchés boursiers. Et là, elle a une inquiétude majeure, en fait. Ouais, Guillaume Leroy, justement, vous qui travaillez sur l'impact financier du risque en tant qu'actuaire chez Primact, les raisons, c'est éviter en effet, comme le disait tout de suite Étienne Guérin, qu'un assuré retire ses dépôts en cas de remontée soudaine des taux pour les réinvestir sur des placements mieux rémunérés. Voilà, le risque potentiel, puisqu'on n'est pas dans le domaine du réel à ce stade au niveau des taux actuels, c'est effectivement qu'il y ait un flux massif de candidats à la sortie parmi les épargnants, et dans ce cadre-là, qu'effectivement les compagnies d'assurance soient dans l'incapacité de liquider leurs actifs suffisamment vite. On est quand même dans le domaine du potentiel et non pas du réel. On est plus dans le domaine de la prévention et de la dissuasion que de l'action. C'est quand même un point sensible à ce stade. On vient de connaître 35 ans de baisse des taux d'intérêt et on n'a pas vu de remontée significative pour le moment. Dispositif qui existe déjà pour les banques depuis 2013, mais pas pour les assurances, Étienne Guérin. Alors qui existait pour partie tout de même. C'est-à-dire que, et on corrigera bien sûr si je fais une erreur à ce niveau-là, mais on avait déjà dans le Code monétaire et financier une possibilité, sous conditions exceptionnelles toujours, mais d'avoir un gel des valeurs de rachat. Là, par contre, on a une extension des pouvoirs et puis surtout, on a un organe qui n'est plus le même, qui n'est plus l'autorité de contrôle, mais on a un Haut Conseil de stabilité financière qui aurait cette possibilité. Ce Haut Conseil ? Alors, c'est un conseil indépendant qui est présidé en fait par un ministère de tutelle qui se trouvait de mémoire les finances. Bon, Gérard Beckerman est avec nous, je le disais, l'un des grands du secteur, puisque à la tête de l'affaire, 730 000 adhérents, 52 milliards d'euros d'épargne. On verra dans un instant ce qui vous énerve dans cette loi Sapin 2. Mais quand Étienne disait tout de suite, Étienne Guérin, que l'organisme est indépendant, je vous ai vu tiquer, non ? Sauf si on estime ce n'est pas un organisme indépendant, mis à part les 3 universitaires qui en font partie, puisqu'il est présidé par un ministre qui représente le pouvoir exécutif, avec un gouverneur de la Banque de France, donc on ne peut pas dire que ce soit totalement indépendant. Juste encore une fois pour bien comprendre cette loi Sapin 2, puisque vous nous dites donc
le dispositif, il existait déjà pour les banques en partie, et on rajoute une couche pour l'assurance. Cette autorité régulatrice, elle a déjà la faculté de bloquer les rachats dans une compagnie d'assurance si les intérêts de ses clients sont susceptibles d'être compromis. Finalement, à quoi ça sert cette loi Sapin 2 ? Il y a deux sujets. Le sujet qui est traité par le texte déjà en vigueur, c'est le cas d'une société d'assurance qui rencontre des difficultés. Et là, on traite le cas individuel. L'autorité de contrôle et de régulation, elle le dira mieux que moi, le fait tous les jours. Et puis il y a un sujet qui est un problème systémique et c'est l'ensemble du marché qui est concerné. Et c'est ce que vise ce texte, c'est dans ce cas-là permettre au HCSF de bloquer l'ensemble ou tout ou partie, en tout cas c'est la faculté qui lui est donnée en cas de problème grave, donc des rachats de l'ensemble des compagnies d'assurance ou d'une partie des compagnies d'assurance. Donc c'est un problème collectif et non plus un traitement individuel. C'est ça la grosse novation. Il y aura des exceptions quand même. Étienne Guérin. Il y aura des exceptions. Il pourrait y avoir des exceptions. Il y a déjà des demandes d'aménagement. En quelque sorte, cas de mariage. Alors oui, il y a ces demandes d'aménagement qui sont faites en cas soit d'actes heureux comme l'acquisition d'un actif immobilier, soit de mariage, soit éventuellement de naissance ou autre, et puis d'accident de la vie ou de disparition. Je partage pleinement la notion d'indépendance évoquée par M. Beckerman. Ça, c'est tout à fait important. Et puis surtout, il y a un point qui est important, c'est que hormis geler cette faculté de rachat, on a également un débat qui est posé sur la faculté d'arbitrage d'un support de type action vers le fonds en euros. On va y revenir justement sur ce point dans un instant, mais simplement, en tout cas, ce dont on parle, la possibilité de limiter les... Temporairement, dans le texte, c'est pas un dispositif. Quand on dit temporairement, ça serait combien de temps ? Il semble que le texte prévoit actuellement une possibilité de faire ça pendant une période de 6 mois qui peut être renouvelable, mais c'est quand même pas un dispositif. On peut dire pendant les 15 ans qui viennent, vous ne toucherez pas votre épargne. On posera la question au régulateur qui sera avec nous dans une vingtaine de minutes. En tout cas, oui, le régulateur, parce que c'est un organisme rattaché, en tout cas, dans le périmètre de la Banque de France. C'est le gouverneur de la Banque de France qui, ce matin, dans le grand quotidien de Dijon, le bien public, François Villeroy de Galhau, qui défendait cette mesure de la loi Sapin 2 pour corriger une anomalie et non de modifier les contrats d'assurance vie. Voilà, il s'est bien défendu, justement. On ne touche pas à l'assurance vie. C'est protéger l'épargne des Français et des assurés. Étienne Guérin. Pour moi, ça pose plein de débats, si vous voulez. Il y a deux choses. Il y a le débat de se dire, est-ce que je défends avant tout les intérêts des épargnants français ? Est-ce que je me positionne sur la thématique de la solvabilité des compagnies d'assurance ? Ça peut être un débat posé. Autre débat possible, c'est de se dire, mais je me positionne en droit civil, en droit des biens, si je suis propriétaire, ou alors si j'ai ici la capacité d'exercer le droit au rachat sur ma créance, est-ce que finalement ce n'est pas limitatif à ce droit de propriété ? Donc on a beaucoup de débats qui peuvent se poser sur un plan doctrinal, et puis après de manière beaucoup plus simple, est-ce que réellement ça va dans l'intérêt de tous ? Est-ce que les intérêts sont partagés ou éventuellement antinomiques ? Alors Gérard Beckerman à la tête de l'affaire, est-ce que c'est une semaine à haut risque pour l'assurance vie en France ? N'exagérons pas. Je ne sais pas dans quel intérêt ça ira. En tout cas, ça n'ira pas dans l'intérêt des épargnants. C'est bien de s'intéresser aux compagnies d'assurance, c'est bien de s'intéresser à leur solvabilité, leur performance, mais c'est encore mieux de s'intéresser aux 14 millions de Français qui détiennent un contrat d'assurance vie, qui ont travaillé toute une vie pour mettre des économies de côté, et ces économies, elles doivent être respectées. Et nous faisons observer à l'affaire que finalement, c'est une atteinte, je dirais, à l'assurance vie, parce que nous sommes construits sur le modèle de la liberté de procéder à des rachats quand on en a besoin. Et il est vrai, lorsque je suis intervenu auprès du ministre il y a une semaine, et je dois saluer son initiative parce qu'il a un peu évolué. Et je puis vous le dire aujourd'hui que le texte qui est présenté aux élus de la République aujourd'hui est quand même un peu différent de ce qui avait été initié la semaine dernière. C'est nous, à l'affaire, qui avons réussi à faire, à intégrer à la loi une disposition pour tenir compte des cas particuliers, par exemple les promesses d'acquisition d'un logement, le licenciement, la retraite, le décès d'un ascendant ou d'un descendant. Il faut élargir encore les critères. Il faut tenir compte des aléas de la vie, mais c'est pas ça qui m'interpelle. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'état d'esprit de cet article de la loi, il n'est pas ça. Il est vrai que le ministre a de bonnes intentions et les propos du gouverneur tenus ce matin le confirment. Mais au-delà, je dirais, de cette santé
public de l'épargne que nous reconnaissons. Il faut voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que, une fois de plus, les épargnants sont pris au dépourvu, dans le dos, subrepticement, sans consultation, sans concertation, parce que c'est à la limite de la légalité. Il y a quand même une intrusion de la puissance publique dans un contrat de droit privé. À l'affaire, nous devons redistribuer 100% des bénéfices. À l'affaire, nous avons un contrat qui nous oblige, qui reconnaît que nous devons assurer cette liberté. Et je ne suis pas sûr si, sur le plan constitutionnel, il n'y aurait pas matière à une action pour je dirais, recadrer tout cela. Oui, c'est une question qui est ouverte. Juste pour bien qu'on comprenne, je vous donne la parole Guillaume Leroy dans un instant, cette santé publique de l'assurance vie, vous nous disiez, Gérard Beckerman, 14 millions de Français sont détenteurs de contrats. Le montant des cotisations pour les premiers mois de l'année, presque 83 milliards d'euros. L'encours d'assurance vie qui dépasse les 1600 milliards d'euros en France. Je le disais, c'est le placement préféré des Français. C'est le placement préféré parce qu'il est civique. L'assurance vie, c'est une épargne qui est d'abord altruiste parce qu'on en fait bénéficier notre conjoint, les enfants des bénéficiaires, sans même pouvoir en profiter, je dirais, de notre vivant. Elle poursuit, l'assurance vie, notre vie après que nous ne soyons plus vivants, d'un certain point de vue. Et puis elle a surtout une grande mission patriotique. Elle finance les PME, elle finance les États, elle a des grandes missions civiques. Et je pense que ça... Quelle part dans le financement de l'économie française, l'assurance vie, qu'on se rende bien compte, justement on considère que l'assurance vie contribue à peu près 45% de la dette publique domestique. C'est-à-dire, j'exclus les investisseurs étrangers. Donc, c'est quand même des montants extrêmement importants. Elle contribue également au financement des grandes entreprises par les obligations qui sont émises et souscrites par les compagnies d'assurance, les PME, le private equity, etc. Donc, ce que vous dites, attention à ne pas brider cette assurance vie. C'est pas le moment. Il ne faut pas y toucher. Elle n'est pas une niche fiscale, elle est un bien public qui rapporte au pays. Raison de plus pour ne pas adopter cette disposition de la loi Sapin. Guillaume Leroy avec nous, actuaire associé chez Primact. Oui, deux remarques pour essayer de prendre des exemples étrangers pour comprendre le dispositif. Premier exemple, l'exemple japonais qui est un peu ancien mais il est instructif. Au Japon, au début des années 90, on a connu le même phénomène de baisse des taux que celui qu'on connaît aujourd'hui actuellement en Europe, en tout cas dans la zone euro. Qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques années? Il ne s'est rien passé. Et puis au bout de 6 ou 7 ans, c'est toujours pareil, c'est les plus faibles du troupeau qui disparaissent et il y a quelques compagnies qui ont explosé en vol et leurs épargnants avec. À ce moment-là, l'État a repris les choses en main et on a eu un dispositif tardif qui a effectivement traité probablement de manière différente des gens qui étaient en situation où ceux qui avaient eu de la chance d'être dans des compagnies solvables s'en sortaient bien et d'autres un peu moins bien. Donc avoir un dispositif global, ça peut avoir un sens si on va avoir une certaine équité à long terme entre les épargnants qui ne sont pas forcément toujours au courant de l'intérêt de la solvabilité de tel ou tel opérateur. Deuxième chose, il me semble que dans le texte, il y a une disposition qui prévoit de limiter les dividendes des compagnies ou la faculté de limiter les dividendes dans une des versions de texte que j'ai pu lire. Et là, il me semble que l'autre exemple qui est intéressant, c'est l'exemple allemand. Les Allemands sont arrivés à peu près aux mêmes conclusions que celles qui sont présentes dans ce texte il y a 2 ans, en se disant collectivement, on a un problème. Les promesses qui ont été initialement octroyées ne pourront pas être tenues parce que eux, contrairement à l'assurance vie française, avaient continué à donner des taux garantis très élevés. Des associations particulièrement avec une vision à long terme comme l'affaire avait déjà abandonné cela longtemps en se disant on donnera au fur et à mesure, on ne donnera pas des garanties à long terme qu'on ne pourra pas tenir. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris la décision suivante. 1, je donnerai des garanties moins importantes sur les contrats, y compris en cours, mais 2, je bloquerai les dividendes des actionnaires. C'est la cogestion à l'allemande. Il me semble que le texte, si on prend en compte cette dimension-là, il peut être assez facilement rapproché de l'exemple allemand. Donc on n'est pas dans quelque chose qui, indépendamment des spécificités de l'assurance vie française, est totalement dérogatoire et essayer de tirer les enseignements de ce qui a pu être fait ailleurs. Il y a un bon exemple à suivre, vous, le régional de l'État, finalement, le frontalier, l'Alsacien que vous êtes, Gérard Beckerman, frontalier de l'Allemagne. Vous y étiez encore ce matin, c'est pour ça que je le dis. J'étais à la maison ce matin. À la maison, oui. Et alors, vous savez qu'il existe déjà des dispositions que la CPR, à juste titre, fait respecter.
Aujourd'hui, si une compagnie d'assurance devait être en grande difficulté, l'ACPR a les moyens pour qu'il n'y ait pas de retrait. Donc je dirais que cet article de la loi, il est d'abord inutile. Bon. Ah oui, il est inutile. Et puis il y a plus. C'est que on dit les taux d'intérêt. Vous savez, la situation des assureurs, elle est bonne. Elle est même excellente. Et j'aimerais que ce soit confirmé dans un instant par le représentant de la CPR, puisque vous m'apprenez qu'il vient. Et c'est quand même extrêmement intéressant. J'ai relu le rapport, le tout dernier rapport de la CPR, qui dit quoi ? 1. La rémunération. La rentabilité des fonds propres des compagnies d'assurance n'a cessé d'augmenter ces dernières années pour représenter l'équivalent de 11,3%. C'est pas mal. Moi, j'aimerais bien pouvoir donner 11,3% à mes adhérents de l'affaire. Deuxièmement, vous donnez à peu près 3. On a donné 3,05. 3,05. Mais je suis prêt à un petit peu plus que le rendement moyen en France, qui est de 2,4 à peu près, qui a baissé, c'est ça ? Je crois que c'est plutôt 2,1. Nous avons toujours été dans les pelotons de tête, mais je crois qu'il faut être prudent pour l'avenir. Nous en rediscuterons dans un instant certainement avec la PPB. Deuxièmement, les performances des placements des compagnies d'assurance, et là il y a un graphique dans le rapport de la CPR qui est extrêmement intéressant. J'ai constaté que en 2011, la courbe des placements, des performances des placements des compagnies d'assurance rejoignait la courbe du taux servi aux assurés, à peu près l'équivalent de 3,2%. Donc en clair, ce que vous voulez dire, en clair, je veux dire que les compagnies d'assurance, contrairement à ce que l'on dit, ne sont pas plus fragiles, elles sont plus solides, elles sont en adéquation avec les règles de solvabilité d'eux, elles sont plus performantes, elles sont plus riches. Et je crains, en voulant bloquer la rémunération des fonds généraux, en voulant bloquer la possibilité de procéder à des rachats en assurance vie, on organise, sans le vouloir, mais ce sera bien l'effet induit, un processus de transfert de richesse des assurés vers les assureurs. Et c'est pourquoi j'ai interpellé le ministre pour lui dire que la centaine d'assureurs, c'est bien, mais les 14 millions d'assurés, c'est mieux. Oui, c'est une question qu'on posera d'ailleurs à Stéphane Dedeyan, donc le patron de Generali France, qui sera avec nous sur le plateau des décodeurs de l'écho dans 3 minutes. Maintenant, juste quand même, Étienne Guérin, qu'on comprenne bien, question que je poserai à Stéphane Dedeyan aussi, mais des retraits trop massifs, imaginons qu'ils existent quand même. Oui. Ça pourra mettre quand même en péril. Moi, je veux bien que Gérard Beckerman nous dise c'est 14 millions d'épargnants versus une centaine de compagnies d'assurance. Mais quand même, si tout le monde retire massivement les fonds, est-ce que ça va pas foutre en l'air le système ? Si tout le monde retire ensemble, collectivement, sur toutes les compagnies d'assurance, je pense qu'on aura d'autres problématiques que la solvabilité des compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'on sera en pleine guerre civile en réalité. Et c'est pour ça que M. Leroy le disait fort justement, nous sommes ici sur une mesure visant à prémunir un risque potentiel. Hein. Et par rapport au taux, c'est vrai que lorsqu'on a quelques données en tête, les clients s'étonnent. En 90, on avait en moyenne 9% de rendement sur les fonds en euros. En 2000, on était aux alentours de 5,40. On était en 2010, et là on voit que ça baisse aux alentours de 3,40. L'an prochain, on parle même, et d'ailleurs ça a été évoqué dans le dernier rapport du Haut Conseil de stabilité financière, on parle d'un rendement moyen sur les fonds en euros, toutes compagnies confondues, aux alentours d'un 95. Ah ouais, ça continue. On peut se demander si finalement demain, on ne va pas arriver à 1%. Mais il y a une logique aussi avec les actifs sous-jacents, les actifs obligataires. Les fonds en euros, c'est à peu près 70% des contrats d'assurance vie, à peu près. C'est à 85. 85, vous me dites. Bon, vous voyez, donc j'avais un chiffre minoré. L'idée aussi dans cette loi Sapin 2, c'est que le Haut Conseil de stabilité financière pourrait fortement baisser en intervenant dans la fixation des taux annuels, donc de rendement des fonds en euros, des contrats d'assurance vie. L'idée, on le rappelle, c'est de protéger donc l'épargne des assurés, oui, toujours dans ce contexte de taux extrêmement bas. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure avec l'assureur qui est Stéphane Dedeyan, comment est-ce qu'il peut-être réinvente son métier dans ce contexte de taux extrêmement bas. Absolument, absolument. L'idée, en tout cas, première apparaît être celle-ci. Vous rappeliez fort justement, Monsieur Beckerman, la contribution de l'assurance vie à la dette. Donc en France, il y a une question qu'on pourrait se poser de manière très ouverte et je n'ai aucune réponse là-dessus, mais est-ce qu'une des volontés également de nos gouvernants et puis peut-être de certaines compagnies d'assurance ne serait pas d'orienter de manière forcée ou quasiment à marche forcée les épargnants français vers des unités de compte notamment, afin d'investir peut-être de manière un peu plus directe
directe sur les marchés actions, quelle que soit leur taille. Et on contribue aussi de cette manière à l'économie, mais ça signifie ici l'acceptation d'un risque en capital. Bon, c'est pas la fin de l'assurance vie quand même, Gérard Beckerman. C'est le début des soucis. Oui. J'imagine. C'est le début des soucis parce que cette loi est inutile, cette loi est dévastatrice sur le plan social, funeste sur le plan politique, car on n'est pas dans un contexte où nous devrions créer un sentiment de défiance. Et je dirais c'est une disposition qui est anxiogène. Comme si vous disiez ne vous mariez pas parce que vous risquez de divorcer. Mais ça n'a aucun sens. C'est pareil, on est en train de sécréter une loi qui fait peur à des millions de Français et qui est inutile. Et pourquoi elle est inutile? Parce que je ne vous ai pas encore donné l'argument technique, mais je me le réserve pour le directeur général de Generali, pour voir s'il est d'accord. Il va rentrer dans un instant. Voilà. Mon analyse, bon, en tout cas, elle est techniquement infondée. Bon, écoutez, on va y revenir dans un instant. J'imagine qu'on va en parler demain à Patrimonia, ça sera au cœur peut-être des inquiétudes des congressistes de ce grand salon qui se déroule à Lyon. BFM Business sera sur place. Il y aura Intégral Placement avec Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur, et puis l'après-midi Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Oui. Oui, il y a un point qui me semble tout de même important, puisque nous avons tous l'habitude de ces thématiques, mais je ne suis pas certain que tous nos auditeurs ou téléspectateurs en aient l'habitude. Vous avez évoqué fort justement la problématique de solvabilité 2. On a la chance d'avoir avec nous un praticien actuaire et qui plus est universitaire, qui pourrait peut-être revenir, s'il le souhaite, bien évidemment, mais de manière pédagogique sur ce qu'est cette notion de solvabilité. Alors vraiment un mot court, et puis on fait rentrer justement le régulateur et l'acteur de l'assurance, qui est Stéphane Dedeyan de Generali. En gros, c'est une évolution des règles qui imposent un niveau de solvabilité aux compagnies d'assurance. Et la caractéristique principale dans le sujet qui nous intéresse, c'est qu'elles ont fait beaucoup plus place aux risques financiers que portent les compagnies d'assurance dans l'appréciation de leur solvabilité que le dispositif antérieurement en vigueur, qui est donc pas nécessairement très favorable aux investissements risqués, d'où des débats sur l'allocation des fonds de l'assurance vie au bénéfice des obligations plutôt que des actions. Bon, allez, y a-t-il péril sur l'assurance vie? Question qu'on pose ce soir au décodeur de l'écho sur BFM Business. On revient tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. On le rappelle, 14 millions de Français ont en leur possession un contrat d'assurance vie. C'est le placement préféré, dit-on, bien des Français. Il y a presque 1600 milliards d'euros d'encours actuellement en France, et ça continue de grimper. Alors, y a-t-il péril sur l'assurance vie? La loi Sapin 2, justement, qui envisage de pouvoir restreindre les retraits sur un contrat en cas de crise, alors, par exemple, si les taux tout d'un coup remontent, et de limiter la rémunération des fonds en euros. J'accueille Stéphane Dedeyan. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Dedeyan à la tête de Generali en France, c'est le directeur général délégué et qui préside la commission assurance de personnes de la Fédération française de l'assurance, la FFA. Avec nous le régulateur Patrick Montagnier. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Patrick Montagnier qui est secrétaire général adjoint de l'ACPR, dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un organisme qui évolue dans la galaxie de la Banque de France, c'est ça. Alors tiens, on commence avec vous Stéphane Dedeyan. Comment vous positionnez donc par rapport à ces amendements, par rapport à cette loi Sapin 2? Est-ce que vous êtes très à l'aise? Pour nous, en fait, ces amendements ne changent pas grand-chose parce que, vu d'un assureur, les pouvoirs qui sont dans cet amendement, ils étaient déjà conférés à la CPR qui pouvait prendre des décisions assureur par assureur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une loi qui finalement met ses pouvoirs, je dirais, pour tout le marché, ce qui, du point de vue de l'exécution, si on a besoin de s'en servir, ce qui reste à démontrer, les rendra plus opérants en cas de crise grave, caractérisée, c'est les mots de la loi. Et donc pour nous, il y a pas de changement en fait. Alors justement, pourquoi avoir voulu donc, pourquoi le législateur a-t-il voulu donc une telle réglementation? Et des arguments défendus encore ce matin par François Villeroy de Galhau, votre gouverneur, le gouverneur de la Banque de France, Patrick Montagnier. On a l'impression, quand on écoute l'un et l'autre, Generali ou Gérard Beckerman, qui est toujours avec nous à la tête de l'affaire, que c'est une mesure inutile.
Ah, je ne dirais pas ça. C'est une mesure qui pourrait être utile. Mais bien évidemment, comme le dit le texte de loi d'ailleurs, dans des circonstances graves et exceptionnelles. Et c'est toute la différence. Nous avons aujourd'hui déjà une trousse de secours très complète pour les cas graves, mais individuels. Et notre rôle justement au quotidien, c'est de nous assurer que ces cas graves individuels ne viennent pas. Mais si jamais ils survenaient, qu'on puisse au moins intervenir. Là, ça reste quand même du virtuel, cette possibilité de retrait massif, bien en sûr, cas notamment de... Ça ne s'est jamais produit historiquement. Donc l'idée, la revanche, c'est que comme nous sommes dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup bougé, nous avons vu que dans la crise de 2008, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on pouvait voir. Donc l'idée là, c'est de dire, complétons cette trousse de secours par un nouvel instrument qui permettrait temporairement, le temps d'y voir clair et de calmer le marché, de geler tout le monde et de dire à tout le monde, on stoppe pendant 3 mois, on regarde ce qui se passe, le fonctionnement des marchés financiers pour éviter un emballement comme ça des ventes, y compris parce que les assureurs eux-mêmes, ils ont des actifs, s'ils devaient les vendre sur les marchés pour ne pas précipiter une nouvelle crise. Vous parlez de 3 mois, c'est-à-dire on parle d'un délai de 3 mois. Tout à l'heure, avec Étienne Guérin, nous disait plutôt 6 mois. Alors je sais pas. Alors aujourd'hui, je crois que c'est plutôt 3 mois renouvelables, donc ça peut réconcilier peut-être le 6 mois. Et bien évidemment, avant de venir à cette mesure, c'est une mesure qui est proportionnée, donc il faut des cas graves et exceptionnels, comme le dit le texte de loi. Il faut qu'il soit motivé, puisque derrière, nous sommes toujours dans un état de droit, donc le Conseil d'État est quand même toujours fondé à contester la mesure si jamais il estimait que c'est un abus de droit. Et bien évidemment, il faudrait que la situation soit réellement grave, exceptionnelle, et puis elle serait proportionnée au type d'acteurs ou de marché, du moins pas d'acteurs, mais de marché concernés. C'est pas forcément à tout instant. Le HCSF, le Haut Comité pour la stabilité financière, peut proportionner aussi en dosant éventuellement quel type, est-ce que c'est jusqu'à un certain montant, à partir d'un certain montant, mais tout ceci aujourd'hui est du virtuel. Personne n'a l'intention de s'en servir là tout de suite. On n'est pas dans une situation de crise. Je crois que M. Beckerman le rappelait. Les assureurs n'inspirent pas de défiance, au contraire, mais simplement le rôle du contrôleur aujourd'hui, c'est toujours un peu l'extrême prudence, c'est de se dire, si jamais on avait quelque chose qu'on n'avait jamais vu, est-ce qu'on a l'instrument juridique et est-ce que, plutôt que de le faire voter en urgence, voilà. Ouais, Gérard Beckerman, quand même, ça reste sain quand même de pouvoir... Il a raison, enfin il a raison. Je comprends très bien ce que nous dit Patrick Montagnier. Avant 2008, on n'avait jamais imaginé un tel désastre. Donc il a fallu inventer, travailler. Et pourquoi pas finalement se doter si je suis malade, je ne vais pas demander à mon voisin d'aller voir le médecin. Si vous jusqu'à aujourd'hui, si. Et monsieur qui représente la CPR le dit très justement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons les moyens, le régulateur a les moyens pour prendre des mesures adaptées à telle ou telle compagnie d'assurance qui aurait des difficultés. Ce qui me dérange dans cette loi, c'est son esprit. C'est l'esprit de la loi qui n'est pas sain. Il est même, parce que c'est un esprit collectiviste. Il part de l'idée, mais pourquoi ? C'est très simple. Il part de l'idée qu'il y aura un jour un risque systémique avec une remontée brutale des taux d'intérêt. Techniquement, l'argument ne me paraît pas fondé. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, c'est bien de s'intéresser aux compagnies d'assurance et à leur solidité. C'est elles qui garantissent les fonds généraux, même quand ils sont cantonnés. C'est bien aussi de s'intéresser aux assurés. Les compagnies d'assurance ont déjà tout à la maison. Elles ont ce qu'on appelle une réserve de capitalisation. Cette réserve de capitalisation dépasse aujourd'hui les 11 milliards d'euros. Avec 11 milliards, on a les moyens de juguler, de maîtriser, de s'adapter à une éventuelle, à un éventuel krach obligataire. Donc ce que je dis, c'est ceci. Les compagnies d'assurance ont largement bénéficié de la baisse des taux qui a dégagé des plus-values obligataires venues alimenter la réserve de capitalisation. Pourquoi faire porter maintenant aux assurés, dans le cas d'une hausse des taux, qui provoquerait un éventuel krach obligataire, la charge de cette hausse des taux. Elles sont suffisamment riches pour assumer cette hausse des taux sans avoir à contrôler la rémunération des faux généraux, sans avoir à exercer des contraintes collectives sur les retraits. Le directeur général de Generali, justement, est-ce que les compagnies d'assurance sont suffisamment solides, justement, avec assez de réserves de capitalisation en cas, justement, de remontée soudaine? Si vous voulez, c'est notre métier.
C'est-à-dire que je voudrais vraiment rappeler, l'assurance, c'est le temps long. Nous, on est là, on a dans notre bilan des engagements qui sont sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc nous, on a toujours cette perspective de long terme. Et dès que vous raisonnez sur le long terme, vous êtes obligé d'envisager tous les scénarios possibles. Et donc à partir de là, non seulement les compagnies d'assurance sont pilotées en envisageant tous ces scénarios, mais en plus il y a tout un arsenal réglementaire, que ce soit au niveau de la comptabilité, avec la fameuse réserve de capitalisation dont parlait Monsieur Beckerman, que ce soit sur les règles de solvabilité, etc. Donc il n'y a pas de secteur plus contrôlé, auquel le régulateur fait plus attention, avec évidemment les banques, mais pour faire en sorte que sur le long terme, tous les engagements pris dans le bilan soient préservés. Donc, je souscris à l'analyse de Monsieur Beckerman, que je trouve extrêmement rationnelle. La seule chose que j'ajouterais peut-être comme nuance, c'est que nous sommes en ce moment dans un environnement qui change profondément. Nous avons des taux d'intérêt négatifs. Oui. Nous avons plus de volatilité sur les marchés financiers. Nous venons d'avoir le Brexit. Bon, on voit bien que donc on est dans un contexte que je qualifierais de changeant. Et les gens sentent bien. De danger pour vous quand même, pour vos métiers ou pas? De danger non, parce que encore une fois, tous ces événements sont préparés, les buffers sont mis dans les bilans pour supporter les chocs. Enfin, c'est notre métier qu'on fait depuis des centaines d'années. Donc tout ceci. Vous êtes prêts pour affronter une telle période qui risque de durer, hein? Mais absolument. Et ce qu'on fait, c'est que on adapte les produits, on adapte les garanties, on fait tout ce qu'il faut pour s'adapter au contexte, comme on le fait depuis plus de 100 ans. Bon. La seule chose, c'est que dans ces phénomènes-là, il peut y avoir des choses irrationnelles. Il peut y avoir des effets de contagion. C'est-à-dire quand bien même rationnellement, il n'y a aucun sujet, on n'est pas à l'abri, dans un tel contexte, de phénomènes un peu de contagion irrationnelle. Et là, je trouve que la mesure qui est proposée, elle permet de garantir qu'au cas où il pourrait y avoir cette contagion un peu irrationnelle, qui du coup provoquerait le problème rationnellement, là pour le coup, on puisse tout de suite stopper les choses, prendre le temps d'expliquer, de retrouver un raisonnement rationnel et du coup d'avoir la certitude que tout ça se passera sans heurts. Guillaume Leroy, actuaire associé chez Primac, donc un acteur quelque part du risque financier. Je crois que les bons termes ont été employés par les deux interlocuteurs précédents. Il y a le risque d'une maladie qui intervienne individuellement, il y a le risque d'une contagion. Et on est bien dans ce cas de figure sur le problème de la contagion. Et si on regarde les expériences historiques au Japon, les difficultés des assureurs-vie, c'est 6 ou 7 faillites en une année, après 7 ou 8 ans sans rien. Donc c'est bien un problème de contagion qui s'est posé. Donc je crois que le traitement qui est envisagé, qui est un traitement qui vise à éviter la contagion, il trouve sa cohérence dans ces problèmes-là. Qu'on a aussi trouvé en matière bancaire en 2008, où brutalement les banques ne se faisaient plus confiance, la liquidité ne pouvait plus venir que de la Banque centrale. Le régulateur Patrick Montagnier, est-ce que vous envisagez d'élargir éventuellement les critères, l'assouplissement pour retirer le jour où ces retraits ne seraient pas possibles? Là, pour l'instant, on parle, grâce en effet à la pression de l'affaire, il nous le disait tout à l'heure, Gérard Beckerman, licenciement, acquisition d'un logement. Est-ce qu'on peut envisager d'autres choses? Écoutez, oui, d'abord le HCSF lui-même pourrait l'envisager puisque justement il a une mesure proportionnée. Je voulais peut-être revenir, si vous me permettez, sur 2 points. Je voudrais pas que les auditeurs en retirent que l'assurance vie est en danger aujourd'hui. Vous dites non, elle n'est pas en danger. Non, elle ne l'est pas. C'est bien une mesure prise pour des temps qui seraient exceptionnels. Et dans les temps exceptionnels, je voulais aussi effectivement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Beckerman, il y a effectivement des réserves chez les assureurs qui sont d'ailleurs placées. Le but de ce type de mesure, c'est d'éviter qu'une période qui verrait une panique se propager, des assurés qui seraient incertains, contraindre brutalement à des ventes massives qui se feraient au détriment des assurés de manière à assurer la liquidité immédiate, quitte à ce que les assurés reviennent 2 mois plus tard, ce qui serait une mauvaise affaire pour eux. Donc l'idée, c'est de dire... Prenons le temps, pour la protection générale de l'ensemble des assurés, de nous dire, voyons calmement ce qui se passe, quel est le sujet qui déclenche cette panique et cette contagion éventuelle pour essayer d'intervenir. En plus, je rappelle que le procédure qui mènerait à cette décision du président du comité, qui est le ministre des Finances, effectivement, est un processus qui ne se déclenche pas en une nuit, c'est-à-dire qu'il y a une consultation préalable pour, voilà. Donc c'est quelque chose qui doit aller rapidement.
Mais c'est pas quelque chose qui est pris dans le secret d'un cabinet, brutalement, du jour au lendemain. Il faut de toute façon traître un peu les épargnants comme le craignait tout à l'heure. Et de toute façon, ça viendrait après qu'effectivement tout le monde ait analysé la capacité des compagnies d'assurance à faire face, effectivement, de par leurs propres moyens. Le but, c'est de ne pas protéger les compagnies en elles-mêmes, c'est bien de protéger celui qui est le détenteur ultime de la richesse de la compagnie d'assurance vie, qui est l'assuré. C'est pas la compagnie qui est propriétaire de la richesse de la compagnie. Alors, c'est bien l'assuré. Étienne Guérin, justement, à la tête de Practice, qui fait du conseil en patrimoine. Oui, absolument, avec essentiellement des chefs d'entreprise et puis bien évidemment d'autres conseils, notaires ou avocats qui étaient mes professions antérieurement. Ce que l'on entend tout de même très régulièrement, et c'est là où effectivement l'aspect pédagogique que vous évoquiez, messieurs, tous, est extrêmement important. Aujourd'hui, on a affaire à des clients qui sont des clients avertis puisque chefs d'entreprise en activité ou ayant cessé leur activité. Et ce type de mesures, les remarques que l'on entend très régulièrement, c'est de dire, mais attendez, sur mon contrat d'assurance vie, si j'investis X montant, je suis garanti à hauteur de 100 000 euros. Enfin, je suis garanti à 70 000 euros, pardon. Sur mes actifs bancaires, au-delà de 100 000 euros, en cas de défaillance, il peut y avoir ces procédures de buy-in. Demain, on m'empêche éventuellement de récupérer mes valeurs de rachat sur les fonds d'euros. Et très rapidement, la question qui se pose, c'est de dire, mais on vise quel cas? Est-ce que la défaillance, enfin la baisse forte qu'on a eue sur les marchés en début d'année, pourrait ou non être un des cas sur lequel on aurait un gel de la valeur de rachat. Vous voyez, donc c'est vraiment cet aspect, je ne pense pas pour ma part, mais on est vraiment sur un effort pédagogique extrêmement important, aussi bien pour les conseils financiers que les compagnies d'assurance qui commercialisent avec leur réseau. Patrick Montagnier, rassure à l'heure? Ah oui, absolument. Je veux reprendre ce que disait M. Dédéan ou M. Beckerman, ou peut-être les deux. L'assurance vie, c'est une histoire de long terme. On ne regarde pas le marché au jour le jour, fort heureusement. C'est pas ça une circonstance exceptionnelle et très grave. C'est vraiment quelque chose qui s'apprête les fondements même de notre économie. Oui, sur l'autre mesure qui pose problème aux yeux des épargnants, la question de limiter la rémunération des fonds en euros, on en a largement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez, vous, l'assureur Stéphane Dedeyant, donc aux épargnants qui considèrent qu'un très grand nombre d'assureurs, finalement, ont choisi de verser moins à leurs clients pour grossir, pour arrondir finalement leur trésor de guerre, comme ils disent? Alors, je crois qu'il faut se rendre compte que dans cette période de taux très bas, je rappelle que l'OAT 10 ans aujourd'hui était à 16 centimes, 0,16%. Donc effectivement, on a une dilution progressive du rendement. Donc il y a un effet mécanique qui fait que le rendement des contrats d'assurance vie décroît régulièrement avec la baisse des taux. Bon. Le principe, c'est de dire que dans cette période où les taux sont très bas, comme les compagnies ont acheté il y a longtemps des obligations qui à l'époque avaient un taux plus élevé, d'une certaine manière, c'est un moment propice pour mettre de l'argent de côté en quelque sorte. Sure. Et finalement, cet argent qui est mis de côté en distribuant un petit peu moins aujourd'hui, finalement, il sera peut-être très utile quand les taux remonteront. Ça permettra d'accompagner la hausse des taux. Donc c'est du lissage. Et alors quand je parlais tout à l'heure de pilotage des compagnies sur le long terme, on est en plein dans l'instrument qui permet de faire ça. Alors progressivement, on lisse, tout ça est progressif, etc. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le trésor de guerre dont vous parlez, ça n'est pas un trésor de guerre pour l'assureur. Non. C'est un trésor de guerre pour nos clients. Au cas où. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est il est sain de pouvoir quelque part vous empêcher de puiser trop fort dans vos réserves, ce qui pourrait, le cas échéant, vous fragiliser. Absolument. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est pas une question de nous contraindre. C'est tout simplement ce que font les compagnies d'assurance depuis des dizaines d'années. Je vous rappelle que dans les années 80, les taux étaient remontés jusqu'à 10%. Aujourd'hui, ils ont rebaissé. On a traversé tout ce cycle sans aucune difficulté. C'est notre métier que de préparer nos bilans à des mouvements qui, pour la plupart, se passent de façon visible et prévisible. Vous, le régulateur Patrick Montagnier, donc de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est-ce que vous considérez que la rémunération de l'assurance vie, dans ce contexte de taux ultra bas, finalement, elle est trop élevée dans cet environnement? Est-ce que vous appelez les assureurs à la modération dans les taux servis? Oui. Simplement, ce que nous appelons comme modération, il ne s'agit pas de dire aux épargnants qu'ils doivent être moins rémunérés pour le principe d'être moins rémunérés. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que la rémunération servie aux épargnants soit en relation avec les rendements des portefeuilles des compagnies. Donc de ne pas surdistribuer cette richesse aujourd'hui et de demain de se retrouver à distribuer très peu. Donc l'on dit... Faites attention, vous avez un rendement aujourd'hui de vos portefeuilles, il faut que ce que vous servez aux épargnants soit
corrélé à ce rendement obtenu, et mettez-en quand même une partie un peu de côté, puisque si les taux continuent de diminuer sur le long terme, il faut que vous puissiez un peu lisser cet effet pour les épargnants et le redistribuer progressivement les années à venir, de manière quand même à permettre à un épargnant d'avoir une vision stable. C'est quand même le principe de l'assurance vie, c'est la stabilité, c'est pas un rendement élevé tout de suite et puis plus rien demain. C'est quelque chose qui sur la durée doit permettre la valorisation de l'épargne. Monsieur Beckerman le rappelait tout à l'heure, c'est quand même des millions de Français qui sont derrière, toutes catégories, tout âge, et il ne faut pas qu'effectivement que cette épargne se retrouve avec des effets de yo-yo qui seraient dommageables pour eux. Alors Gérard Beckerman, à la tête de l'affaire. Moi, je suis très heureux des propos que lance Monsieur le régulateur. J'y souscris parce que s'il demande aux compagnies d'assurance de moins rémunérer l'assurance vie, comme ça tous les Français viendront à l'affaire, car nous ne sommes pas une compagnie d'assurance, nous sommes une compagnie d'assurés. C'est-à-dire, mais je souscris également à son souci de prudence. Et nous avons récemment doté également, nous aussi, comme une compagnie d'assurance, nous avons mis de côté en PPB. Vous savez quel est le montant de la PPB? La PPB, c'est de l'argent qu'on met de côté. Par exemple, nous avons donné 3,05 l'année dernière, nous aurions pu donner 3,40. L'écart entre 3,40 et 3,05, nous l'avons mis de côté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été insensibles aux recommandations du régulateur. Vous savez, le régulateur, il a joué un rôle extraordinaire. Je ne connais pas de compagnie d'assurance qui ait fait faillite, une exception pour une toute petite compagnie en France. Ça, c'est parce que le régulateur a joué son rôle, sa mission. On n'avait pas besoin d'un soutien législatif complémentaire. Je pense que les compagnies sont suffisamment bien assises, qu'elles sont solides, et surtout en matière de rémunération, nous avons, si je lis bien les rapports de la CPR, 25 milliards d'argent mis de côté, la PPB, et cet argent, nous, à l'affaire, nous le redistribuons avant 6 ans. Les compagnies, c'est 8 ans, chez nous, c'est 6 ans. C'est une mesure de sagesse. J'y souscris. Nous devons continuer, mais surtout pas réglementer, plafonner. Un gouverneur de la Banque de France doit s'occuper du taux d'escompte, si tant est qu'il le puisse encore, plutôt que d'assurance vie. Il n'a pas vocation. J'ai lu les rapports de la Banque de France depuis 1803. Je n'ai jamais vu que monsieur le gouverneur s'intéressa à la rémunération d'assurance vie. En tout cas, oui, pouvoir agir sur le trésor de guerre des assureurs, c'est une prérogative que vous demandiez ou pas, vous, le régulateur? On demande simplement qu'effectivement cette participation aux bénéfices, puisque c'est son nom complet, provision pour participation aux bénéfices, puisse être dotée régulièrement et mieux, encore une fois dans une optique de prudence. Il ne s'agit pas de faire un taux réglementé. Les compagnies ont des stratégies différentes de placement, il faut que ça se respecte, il y a une concurrence entre elles. Simplement, nous demandons juste que leur réflexe de prudence ne soit pas de distribuer brutalement tout de suite. Voilà. Bon, petit tour de table. Il n'y a pas péril sur l'assurance vie a de beaux jours encore, Stéphane Dedeyen à la tête de Generali. Bien sûr, il n'y a rien de plus souple et qui accompagne le plus tout au long de son cycle de vie chaque Français. Allez, Gérard Beckerman, dites-moi que vous y croyez toujours. J'y ai toujours cru. J'y crois, j'y croirai. C'est une loi virtuelle et je suis convaincu qu'il n'y aura pas de krach obligataire. Je suis convaincu, car nos assureurs sont des gens intelligents, ils savent gérer les risques, ils sauront gérer une éventuelle hausse des taux. Patrick Montagnier, vous êtes rassurant, vous dites à tous les épargnants, on ne va pas toucher les contrats. Ah ben non, c'est vraiment exceptionnel. Donc, et pas du tout dans l'immédiat, c'est vraiment pas ce qui est prévu. L'épargne de l'assurance vie est une épargne longue, indispensable au pays et aux épargnants. Il n'y a aucune raison que tout ça ne continue pas à se dérouler. Étienne Guérin et Guillaume Leroy. Un véhicule d'investissement magnifique, effectivement encore de très beaux jours devant lui, avec ses aspects techniques qui font le bonheur des conseils comme moi, puisqu'on a la nécessité d'avoir une démarche régulière. Tout le monde fait sa pub ce soir, c'est formidable. Allez, à vous Guillaume Leroy. C'est une loi de dissuasion et non pas d'action, parce que le produit est solide et donc effectivement il n'y a pas de sujet à court terme. Bon, Guillaume Leroy, donc actuaire associé chez Primac, donc qui est spécialiste de l'analyse de l'impact financier. Étienne Guérin à la tête de Practice, qui intervient régulièrement dans l'émission Intégral Placement avec Guillaume Sommerer, avec Cédric Decoeur, qui seront à Patrimonia donc ce jeudi à Lyon. Évidemment, on va décentraliser une partie de l'antenne de BFM Business. Gérard Beckerman donc à la tête de l'affaire, 730 000 adhérents, 52 milliards d'euros. Et puis merci à Stéphane Dedeyen, donc directeur général délégué de Generali en France, qui est le président de la commission des assurances de personnes à la FFA, c'est-à-dire la Fédération française de l'assurance. Et puis aussi un grand merci également donc à Patrick Montagnier,
qui vient ici en tant que régulateur, c'est-à-dire la Banque de France et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est fini pour les décodeurs de l'écho ce soir. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.